Aujourd'hui, je reçois Lucie Robichaud, qui est sexologue. Salut Lucie, Allô, merci de me recevoir. ça me fait plaisir. Alors, on va discuter d'un sujet passionnant, le désir sexuel chez la femme, l'épanouissement et l'orgasme au féminin. Je vais te laisser te présenter d'abord avant d'aller dans le vif du sujet. Je m'appelle, Lucie, je suis sexologue. J'ai gradué du bac en sexologie en 2023. Dans mes expériences de travail, je travaille dans le communautaire, auprès de diverses clientèles, puis, je m'implique aussi beaucoup dans la santé des femmes depuis, toute ma jeunesse là, en fait. J'ai grandi beaucoup dans ce milieu-là, puis, c'est ça, j'ai ma pratique privée depuis, bientôt 2 ans. Je travaille avec différentes clientèles, mais je dirais qu'un de mes dadas préférés, c'est de travailler tout ce qui entoure, les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Fait que désir sexuel, épanouissement sexuel, arriver à améliorer sa connaissance de soi, développer le plaisir sexuel. Donc, ouais, c'est pas ça. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Fait qu'on va commencer, tout d'abord, là, tu sais, moi, je suis physio, en rééducation périnéale et pelvienne. Toi, tu es sexologue. On a 2 professions qui sont intimement reliées, là, dans la santé de la femme. Hem, Malheureusement, c'est ça, on n'a pas la chance de toujours collaborer directement, là, mais je pense que, tu sais, les femmes qui veulent avoir une sexualité épanouie bénéficient de nos 2 professions. Fait qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, là, les différents volets de comment on peut aider ces femmes-là. On va parler d'abord de désir sexuel. Fait que j'aimerais ça que tu nous définisses un peu c'est quoi le désir. Est-ce que c'est la même chose que la libido? Parce que, tu sais, c'est comme 2 concepts qu'on entend souvent parler. Fait Mmh. que, explique-moi un peu, c'est quoi? Ouais. Ben, heu, je vais donner ma définition à moi, qui je pense peut varier, d'une perception à l'autre, ou en tout cas selon les personnes, qui les disent. Pour moi, comment je vois le désir sexuel, c'est comme une envie ou une pensée, qu'on va avoir qui va nous amener à avoir une certaine ouverture à avoir ou à chercher à avoir, quelconque activité sexuelle. Fait que le désir sexuel, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. En fait, c'est pas quelque chose de physique, là, nécessairement. D'ailleurs, on peut peut-être nuancer, l'excitation sexuelle qui est plus reliée à la fonction sexuelle comme telle, puis le désir. Le désir, ça se passe ici. L'excitation sexuelle, ça se passe dans son corps. Fait qu'on peut avoir du désir sexuel, mais avoir une difficulté au niveau plus corporel qui fait que, ben, mettons, si on a une vulve, on va être pas tant lubrifié ou on va avoir de la difficulté à atteindre l'orgasme. Puis le contraire aussi est possible, parce qu'on peut avoir une bonne fonction sexuelle, fait que notre corps peut fonctionner adéquatement lors de l'excitation, mais vivre une baisse de désir sexuel. Est-ce que Hem, c'est différent de la libido? dans je pense que dans les théories originales, si on remonte à Freud, par exemple, Freud fait une distinction entre, tout ce qui est libido et désir, mais je suis pas une experte en Freud, fait que je vais pas trop rentrer là-dedans. Hem Ouais, je pense que Freud voyait ça plus comme des pulsions de vie, en fait, là, tout ce qui était libidinal. Mais dans le langage de tous les jours, les gens utilisent souvent libido et désir pour, statuer de la même chose. Fait que si je l'utilise, ça va être utilisé comme synonyme, un avec l'autre. C'est bon. Il y a un mythe populaire qui dit que les hommes, fait que les personnes qui sont nées de sexe masculin auraient plus de désir, plus de libido que les femmes. Est-ce que c'est vrai? C'est une excellente question. Puis honnêtement, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Hem Pour répondre rapidement à cette question-là, j'aurais envie de dire, bon, la première réponse qui me vient en tête, c'est oui, effectivement, les personnes qui ont un pénis peuvent avoir tendance à avoir plus de désir que les personnes qui ont une vulve, par exemple, les femmes. Ça, c'est la première. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le pourquoi. Hem, Ce qui ressort beaucoup, c'est que les hommes ont typiquement un désir qui est beaucoup plus stable que les femmes. Les femmes, les personnes qui ont une vulve, qui ont les hormones, le système reproducteur féminin vivent beaucoup plus de changements hormonaux, que les hommes. Puis les changements hormonaux égale changement aussi au niveau du désir, parce que nos hormones peuvent influencer beaucoup, en fait, notre niveau de désir sexuel. Fait que déjà ça vient jouer sur le pourquoi. Puis il y a aussi toute la question, de la socialisation.
des femmes. Fait que je pense que dans notre société, le désir sexuel féminin est souvent pas tant mis de l'avant. C'est mieux aujourd'hui que ce l'était auparavant, mais il y a encore beaucoup de doubles standards où ce que la sexualité masculine va être très valorisée, alors que la sexualité féminine va être associée à des concepts plus négatifs comme une femme qui assume son désir va être perçue comme étant une salope, par exemple, ou une fille facile. Puis ça, à la longue, ben, ça fait en sorte que beaucoup de femmes, explorent pas tant leur sexualité. Ils savent même pas comment ressentir, le plaisir sexuel. Ils savent même pas c'est quoi le plaisir sexuel en vrai. Ils connaissent pas leurs préférences. Ou on peut aussi voir, certaines personnes qui vont venir à refouler un peu leur désir sexuel. Parce qu'inconsciemment, il y a comme cette croyance-là que mon désir n'a pas le droit d'exister. Fait que quand on observe ça, on dit: «Ben, oui, effectivement, les hommes peuvent avoir plus de désirs, mais est-ce que fondamentalement, les hommes ont réellement plus de désirs?» Question à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse en ce moment, mais je pense que c'est important de considérer, le pourquoi, en fait. Tu as parlé des fluctuations là, hormonales, entre autres chez la femme, là, c'est en lien avec le cycle menstruel. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, là, dans le fond, dans quelle phase du cycle, on s'attend à avoir un petit peu plus de désir ou de libido là, en fonction des hormones qui changent? Puis, tu sais, c'est sûr que les hommes aussi, c'est ça, le taux d'hormones est très différent, le type d'hormones. Fait qu'on peut peut-être élaborer un petit peu là-dessus aussi. Sans tomber dans un cours sur les hormones, parce que même moi, je suis que des fois, c'est un petit peu, Non, mais un petit cours complexe 101 là. à tout c'est ça, ça peut être compliqué à tout comprendre, mais grosso modo, dans le cycle menstruel, on a comme 3 phases. On a la phase, le début du cycle, en fait, c'est, quand on commence nos menstruations. Puis après, on a notre phase d'ovulation, puis après, on a notre phase, qu'on appelle lutéale. Puis là, je généralise beaucoup, mais typiquement, on va voir une certaine montée du désir sexuel dans la phase qui va venir juste avant l'ovulation. Puis il y a comme une fonction très, primaire à ça qui est, disons qu'on avait pas de méthode contraceptive hormonale, ben, la phase ovulatoire, ça sert à quoi? Ça sert à procréer. Donc naturellement, ton corps va vivre des changements au niveau des hormones qui va faire en sorte que tu auras envie de procréer, donc peut-être plus envie d'avoir des activités sexuelles. Puis c'est pourquoi beaucoup de personnes vont avoir des changements durant leur période ovulatoire au niveau de leur désir. Ça Après change aussi, tu sais, au niveau, on peut observer aussi des changements au niveau de la glaire, là, fait que, tu sais, au niveau de la glaire cervicale, fait que les sécrétions vaginales, dans le fond, qu'on sécrète chez la femme, ils vont aussi changer proche de l'ovulation dans la fonction, comme tu dis, primaire de reproduction. Fait que ça aussi, ça vient avec une espèce d'augmentation de désir. Tout ça, c'est comme aligné ensemble, là. Fait que tout ça, c'est programmé en nous, là. Fait que j'imagine qu'il y a d'autres mmh facteurs externes à ça qui viennent influencer notre désir. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, tout à fait. Ben, c'est ça aussi, peut-être juste mentionner que, tu sais, les facteurs hormonaux, je pense que souvent, comme humains, on aime ça comprendre les choses, puis on cherche souvent une cause très, concrète, peut-être par rapport aux baisses de désir. Fait que souvent, les gens vont penser que leur baisse de désir est attribuable seulement qu'aux facteurs hormonaux. Hem, Ça peut, mais souvent, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont jouer en compte, dont souvent, ça va être des facteurs, comme psychologiques, ton niveau de stress, ton niveau de fatigue. Tu sais, naturellement, ton corps, s'il est stressé, s'il est fatigué, ben sa priorité, ce sera pas d'avoir des activités sexuelles et donc ça se peut que tu ressentes moins de désir. Beaucoup de facteurs relationnels aussi, la qualité de la relation, si tu dans une relation, les conflits, le niveau de communication avec l'autre personne, le niveau de connexion que tu vas avoir avec ton ta partenaire. D'ailleurs, ce qui est démontré dans la littérature, c'est que, chez les couples qui ont une meilleure connexion émotionnelle un avec l'autre ont aussi une meilleure satisfaction sexuelle. Parce que souvent, connexion émotionnelle vient combler d'autres besoins affectifs. On a peut-être une meilleure communication, ça vient jouer super positivement sur le désir. Ouais, c'est comme un accélérateur, si on veut, du désir, là, Mmh. inévitablement, là. Puis par rapport à l'homme, tu sais, on a parlé un peu des hormones féminines, mais chez l'homme, c'est quoi la différence, là? Tu sais, il y a moins de fluctuations, mais je pense qu'ils ont aussi des taux de testostérone un peu plus élevés que les femmes. Oui, exactement. Ben, les hommes, typiquement, c'est ça, ils ont un niveau de testostérone plus élevé, puis la testostérone est souvent associée peut-être plus au côté, ouais, comme pulsion, envie sexuelle.
Puis vu qu'ils vivent moins de changements hormonaux, ben, ce désir-là peut rester plus stable aussi. Puis il y a aussi la partie où ce que, ben, c'est beaucoup plus accepté dans notre société pour un homme d'exprimer son désir et de le ressentir et de le vivre. Donc, ça Puis vient c'est jouer peut-être pas toujours le favorablement. reflet de la réalité, hein. Tu sais, ce qu'on entend, mettons, des hommes, tu sais, il y en a beaucoup qui, je pense qu'ils vont exagérer ça pour bien Mhm, paraître, parce que c'est bien perçu, comme tu dis, socialement. Tandis que les femmes, au contraire, vraiment, là, c'est ça, tu sais, une femme qui a une sexualité épanouie, puis assumée, puis qui va avoir du désir, mais qui va en parler, souvent, ça va être mal perçu, là, encore mhm, aujourd'hui, là. Mais tu sais, je pense que ça vient aussi de l'éducation un peu associée à la religion, malheureusement, là, ouais. le legs de la religion qu'on a eu. Chose certaine, c'est qu'il y a tellement de facteurs individuels qui viennent influencer ton désir sexuel. Fait que c'est multifactoriel, là, le désir sexuel, puis c'est propre à chaque individu, si je comprends bien. Mhm. Oui, puis j'ai pas mentionné tantôt, mais les expériences passées aussi jouent énormément sur le désir sexuel. Tu sais, des personnes qui ont vécu des expériences difficiles dans leur enfance, dans leur adolescence ou leur développement en lien avec la sexualité, ben, ça peut grandement influencer ton niveau de désir ou même plus dans le ici maintenant, si tu as vécu récemment des expériences plus difficiles, des périodes plus stressantes, que ce soit en lien avec la sexualité ou pas, ça aussi, ça vient jouer sur ton niveau de désir. Il y a une sexologue qui est quand même bien connue, là, c'est Emily Nagoski, là, qui a écrit, entre autres, le livre, là, Come As You Are. Très bon livre, d'ailleurs, je ne sais pas si Oui, tu l'as lu. mais oui, je l'adore. Elle vulgarise un peu le concept du désir là, avec le frein puis l'accélérateur. Fait qu'entre autres, avec le contexte, fait que tu peux avoir euh, plus de désir dans un certain contexte parce que tu te sens plus à l'aise versus si tu as le pied toujours sur le frein, ben ça va mal se passer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus là, ce concept-là? Ouais, mais dans le fond, cet auteur-là, ce qu'elle dit, c'est que, on va parler de femmes parce qu'elle fait allusion aux femmes dans son livre. Hem, Certaines femmes vont avoir un pied plus fort sur les freins, alors que d'autres vont avoir leur pied plus fort sur l'accélérateur. Puis là, ici, mettons qu'on prend l'image, d'une voiture, par exemple, ben, les accélérateurs, dans le cadre de la sexualité, c'est, tous les facteurs qui vont venir jouer positivement sur ton désir sexuel, alors que les freins, ben, c'est tous les facteurs qui vont venir freiner ton désir sexuel. Puis cet auteur-là, ce qu'il dit, c'est que, ben, c'est ça, certaines femmes ont le pied plus facile sur les freins, d'autres ont le pied plus facile sur l'accélérateur, ce qui fait en sorte que, par exemple, quelqu'un qui a le pied plus facile sur le frein, ben, son désir sexuel va être freiné plus facilement. Fait que ça va être plus difficile pour cette personne-là de se sentir stimulée, sexuellement ou ouais, ça va être plus difficile peut-être de venir stimuler son désir. Hem, Je pense que ça met aussi une belle image sur le fait que ça peut varier parce que, tu sais, tu peux avoir la pédale de frein un peu plus enfoncée dans certains contextes. Fait que, mettons, tu es fatigué, tu as une grosse semaine, tu sais, tu t'es chicané avec, X, Y personne, ben là, ton frein va être pas mal plus collé versus que si tu te sens bien puis que tu as fait des activités plaisantes, tu es allé prendre l'air, ben là, ça se peut que finalement la pédale de frein, elle soit moins, enclenchée. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un concept qui est intéressant parce que c'est comme évolutif puis ça dépend beaucoup mmh des différents facteurs là qui entrent en ligne de compte, dans le désir, là. Oui, mais en sexologie, par exemple, une chose qu'on va inviter, les personnes à faire quand ils consultent pour une baisse de désir, ça va être, de les amener à identifier c'est quoi leurs freins, justement, puis c'est quoi leurs accélérateurs. Puis ça, c'est un exercice qui peut être fait super facilement. Tu fais une liste de tes freins, une liste de tes accélérateurs. Puis ça permet de peut-être mettre des contextes qui sont plus favorables justement pour faire émerger ton désir par la suite. Fait que si dans les freins, tu identifies, si je sais que j'ai une tâche, à faire, si j'ai pas fait la vaisselle, si je suis fatiguée, s'il faut que je me lève tôt le lendemain, ça c'est tous des freins, ben tu le sais que peut-être qu'un contexte qui va être plus favorable pour toi pour ressentir, vivre ton désir, ça va être, de t'assurer d'avoir un moment plus calme durant ta journée quand tu as accompli toutes tes tâches ou, de planifier des moments de qualité avec ton ta partenaire quand tout ça est terminé justement pour, ben, te grounder un petit peu plus, te sentir plus connecté, puis après mettre de l'avant plus tes accélérateurs.
Puis ça peut ouvrir aussi la discussion avec le partenaire, comme tu dis là, pour dire: «Hey, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas mal plus de freins que d'accélérateurs. Fait que comment on peut travailler ensemble là, tu sais, pour améliorer ces aspects-là?» Puis je pense que c'est Mmh. intéressant aussi de le faire en couple. Est-ce que des fois tu le fais faire en couple ou? Ben oui, tout à fait. En fait, on a toutes des freins et des accélérateurs qui vont être différents, fait que je pense que cet exercice-là peut juste permettre de mieux se connaître et de mieux se comprendre aussi. Ouais, c'est super, j'aime beaucoup ça. On va parler maintenant, là, tu sais, il y a plein de produits commercialisés, entre autres dans les produits de santé naturels, là, qui vendent, l'augmentation de la libido, là, entre autres, je pense aux Maca, là, qui font beaucoup de pub par rapport à ça. Est-ce qu'il y a de la littérature scientifique qui soutient des produits comme ça? Puis est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? D'un point de vue sexologue. Ouais, ben, d'un point de vue sexologue, moi, je peux pas recommander, l'utilisation de produits comme ça parce que c'est pas assez, validé scientifiquement, empiriquement. Je t'avouerais, je connais pas l'ensemble des études qui ont été faites, mais, tu sais, je suis pas médecin, je peux pas recommander la prise de médication X, que ce soit naturel ou pas. Moi, mon travail, c'est plus d'aller voir qui est au niveau psychologique, qu'est-ce qui fait. Puis après, ben, une chose que je vais voir des fois en consultation, c'est des personnes qui vont prendre ces médicaments-là, puis au final, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est-tu un effet placebo? Si ça fonctionne, ben, c'est bien correct. Pour moi, de mon point de vue, tant que ça n'a pas de risque, pour ta santé. Mais ouais, je vais pas recommander d'emblée, en fait, je peux pas recommander d'utiliser des produits comme ça. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, là, par rapport au désir sexuel, la libido? Garder en tête, que l'expérience du désir varie beaucoup d'une personne à l'autre. C'est normal que le désir fluctue, dans la vie. En fait, d'une journée à l'autre, ça se peut que ton désir soit plus élevé, d'autres fois plus faible. Une chose que j'invite peut-être les gens à faire, s'ils sont inquiets par rapport à leur niveau de désir, c'est de porter attention peut-être aux périodes lors desquelles tu sens que tu as un plus faible désir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Puis dans les périodes où tu en as peut-être plus, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Puis qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Puis ça permet de bien identifier c'est quoi les facteurs qui peuvent venir jouer sur ton désir. On va parler maintenant là, d'épanouissement sexuel, OK? Ça, il y a un mythe là, qui dit que la femme meurt, plus elle avance en âge, plus elle est épanouie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Puis est-ce que c'est un concept qui est bien défini, l'épanouissement sexuel, ou c'est plus un concept socialement là, qu'on a construit? Je pense que l'épanouissement sexuel, c'est un beau construit social, dans le sens que, qu'est-ce qui détermine qu'on va être épanoui sexuellement ou non, varie beaucoup d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, selon tes croyances, puis selon tes expériences de vie. Tu sais, aujourd'hui, la façon dont on conçoit l'épanouissement sexuel, n'est certainement pas la même que ce qu'on pensait il y a 50 ans. Puis dans 50 ans, à partir d'aujourd'hui, ça va être sûrement différent de comment on le conçoit aujourd'hui. Hem, ouais, fait que je pense que c'est beaucoup un construit social. En sexo, ce qu'on amène les gens, à faire au niveau de l'épanouissement sexuel, c'est plus de réfléchir au niveau individuel. Qu'est-ce qui te permettrait, toi, de te sentir épanoui dans ta sexualité? C'est plus vers ça qu'on va viser comme objectif. Peut-être que toi, la façon dont tu vis ton épanouissement sexuel ou l'objectif que tu veux atteindre à ce niveau-là ne correspond peut-être pas à ce que ton ami ou ton ta partenaire veut, mais l'important, c'est toi. Qu'est-ce qui te permet, toi, d'être bien puis d'être heureux ou heureuse là-dedans? Fait que dans un couple, c'est possible qu'il y ait un des deux partenaires qui soit épanoui et l'autre non. Ben oui, tout à fait. On a tous des besoins qui sont différents. Hem, Maintenant, quand on est dans une relation, puis qu'on a des besoins différents, ça peut être difficile des fois de se rejoindre pour que les besoins de chaque personne soient répondus. C'est quelque chose qui se travaille. On peut trouver, je dirais pas trouver un juste milieu, mais on peut trouver un endroit où les besoins respectifs sont répondus de part et d'autre. Hem, mais ouais, quand il y a une personne dans un couple, qui se sent pas épanouie sexuellement, ça veut pas dire qu'il y a rien à faire, là. Au contraire, je pense qu'il y a moyen à travailler justement pour, ben, que tu te sentes bien, tout simplement, dans ta sexualité, puis que ce soit plaisant parce qu'à la base, enlève la reproduction, le sexe, ça sert à quoi? Le sexe, ça sert à donner du plaisir, à vivre du plaisir. Donc du moment où ce que tu vis pas de plaisir nécessairement dans ta sexualité, que tu te sens pas épanoui,
ben, il y a peut-être des changements à faire à ce niveau-là. Fait qu'en sexologie, c'est le genre de raison de consultation là, que vous adressez là, régulièrement, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est rare les gens qui viennent en disant, «Je veux me sentir plus épanouie sexuellement», mais derrière les objectifs qu'ils veulent travailler en suivi, ben, c'est souvent vers là qu'on s'enligne, à se sentir bien, puis ouais, à se sentir bien, dans leur sexualité, avoir du plaisir, puis C'est un peu améliorer la finalité de l'objectif ultime qu'on veut tous atteindre, là. ben, c'est ça qui au final, est-ce qu'on va réellement atteindre cet objectif-là un jour? On pourrait en reparler aussi, parce que ce qui fait que tu es épanoui peut changer aussi dans ton vécu à toi, tu sais, tout au long d'une vie. Quand tu as 20 ans, ce que tu considères comme étant, l'épanouissement sexuel est peut-être bien différent que ce que tu considères comme l'épanouissement sexuel à 60 ans. Tout à fait. On va parler, d'orgasme féminin maintenant. Fait que j'aimerais que tu me définisses parce que je pense que c'est un concept qui est pas si bien défini. C'est une expérience personnelle, hein, l'orgasme. Fait que, Mmh. je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Ouais, hem, d'une perspective très bio. L'orgasme, c'est une phase dans la réponse sexuelle. Fait qu'on a, tu sais, on a la phase d'excitation, on a la phase du plateau, là. Dans une activité sexuelle, par exemple, l'excitation, tout monte, les sensations corporelles, la tension artérielle. Il y a comme une montée très rapide. Après, il y a la phase du plateau où ce qu'on stagne un peu. C'est-à-dire que là, on voit plus ou moins de gros changements dans son corps. Puis, en fait, l'orgasme, c'est associé à d'autres changements qui vont avoir lieu, dans le corps. Typiquement, l'orgasme est vu un peu comme, l'apogée, de tout ça. Dans l'orgasme, chez les personnes qui ont, une vulve, un utérus, on va voir des contractions au niveau du plancher, pelvien, au niveau utérin. S c'est une expérience qui est très, subjective aussi à chaque personne, là. C'est-à-dire que, ben, en fait, chaque personne peut vivre l'orgasme différemment, mais généralement, l'orgasme, c'est comme un point de non-retour. Où ce que une fois qu'on est rendu à cette étape-là, ben là, on peut pas revenir en arrière dans les étapes et on peut pas redescendre. Il y a un changement tout de suite qui se passe dans son corps. Il peut avoir une plus grande lubrification, le vagin peut se contracter aussi, peut avoir des frissons, peut avoir des sueurs froides, puis, ben, ça peut être associé à du plaisir. Il y a certaines personnes qui peuvent trouver l'expérience de l'orgasme pas plaisant. Aussi, donc ça, je pense que c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir l'expérience subjective à chaque personne aussi derrière, C'est intéressant que tu dises qu'il y a des personnes qui associent pas ça au plaisir parce que, tu sais, dans la culture, c'est encore beaucoup, valorisé comme de quoi que pour avoir une relation sexuelle satisfaisante, il faut automatiquement que tu aies eu un orgasme. Mmh. Fait que donc pour les gens qui ont pas de plaisir relié à l'orgasme, j'imagine que ça doit être quand même compliqué d'assumer ce concept-là. Ben, oui, pour ces personnes-là, mais aussi pour beaucoup de monde. Je pense que l'idée selon laquelle pour définir qu'une relation soit satisfaisante ou non, ça prend un orgasme, ça met énormément de pression. Heu, sur tout le monde, peu importe ton identité de genre, là, en vrai. Ce qui détermine si une relation sexuelle est satisfaisante ou non, c'est pas l'atteinte de l'orgasme, c'est, ben, est-ce que tu as eu du plaisir dedans? Est-ce que tu te sens satisfait avec tout ce qui s'est passé dans l'ensemble? Tu peux avoir atteint l'orgasme puis avoir trouvé que c'est la pire relation sexuelle que tu as eue de ta vie aussi. Tu peux ne pas avoir vraiment eu de plaisir, puis avoir obtenu un orgasme quand même parce que l'orgasme, tout comme, l'éjaculation chez les hommes, ben, c'est un réflexe. Tu peux avoir un homme peut éjaculer, par exemple, sans qu'il le veuille nécessairement, d'où, les éjaculations nocturnes, par exemple. Même chose chez en fait, peu importe ton identité de genre, même chose chez les personnes qui ont une vulve, tu peux avoir des orgasmes, dans la nuit, dans les rêves. Est-ce que c'est désiré? Non, tu rêves, mais c'est un peu un réflexe, physiologique de ton corps. Fait que c'est pas l'orgasme qui est gage de plaisir, c'est plus tout le reste, en fait. Mais cette conception-là amène beaucoup de pression. Que ça vient de la pornographie? C'est de où que ça vient ce concept-là? Parce que c'est encore largement associé à la sexualité épanouie, là. Ouais, je pense qu'à la base, ça vient beaucoup de
De l'éducation qu'on a reçue, ben, qu'on a reçue, je veux dire, on n'était même pas nés, de savoir ça, là, mais de l'éducation sexuelle qu'on recevait avant, dans la société où ce que, ben, on parlait pas d'orgasme pour les femmes. C'était juste l'orgasme masculin. Ça fait pas si longtemps que ça que, le clitoris, par exemple, a été découvert, a été disséqué, donc avant, c'était vraiment d'une perspective très masculine où ce que la fin de l'activité sexuelle était marquée par l'orgasme. Fait que je pense que l'idée de base vient de là, puis après cette idée-là qu'une activité sexuelle se termine avec l'orgasme, ben, c'est véhiculé beaucoup à travers les films, les médias, la pornographie, puis c'est là encore beaucoup aujourd'hui où ce que, tu sais, quand tu écoutes un film, quand est-ce qu'une relation sexuelle se termine? Ben, c'est quand un des 2 partenaires, généralement l'homme, a un orgasme. Après, on voit que la relation se termine. Qu'est-ce que ça nous envoie comme message ça? Ben, que pour qu'une relation sexuelle soit complète, ça prend absolument un orgasme, qui est généralement, Masculin, masculin. ouais. Tu as parlé un peu du clitoris, là, que c'est quand même un concept qui était pas tant connu avant. Est-ce que tu as des statistiques, là, parce qu'on entend, tu sais, souvent dire: «Est-ce que tu es plus clitoridienne, vaginale?» Pour atteindre l'orgasme. Fait que est-ce que tu as des statistiques sur le pourcentage de femmes qui ont une réponse plus favorable, là, qui mène vers un orgasme, par les différentes stimulations? Oui, ben, premièrement, les sexos, ça nous tire les oreilles justement quand on entend, «Tu plus clitoridienne? T'es-tu plus, heu, Vaginale? vaginale?» Parce qu'en vrai, le clitoris, c'est un organe qui peut mener à l'orgasme. Mais, dans le fond, c'est la même chose, que tu viennes par le clitoris ou que tu viennes par la pénétration vaginale, ben, au final, c'est le clitoris quand même qui est stimulé. C'est juste qu'il y a une partie interne du clitoris qu'on ne voit pas. Ouais, puis c'est Hem, quand même, tu sais, c'est la majorité, en fait, du clitoris qu'on voit pas. Parce que ouais. ce qu'on voit en externe, c'est une infime portion. Fait que, tu sais, souvent, ça va être associé avec, la stimulation externe, si on veut, mais Mmh. effectivement, à l'intérieur, même si c'est une pénétration vaginale, ben, le clitoris, il va être aussi stimulé. Ouais. Hem, mais mettons, si on parle de stimulation externe, unique du clitoris, est-ce que parce que j'avais déjà entendu dire que c'était, mettons, 70% des femmes qui pouvaient atteindre l'orgasme, par stimulation clitoridienne. Oui, effectivement. Ben, moi, dans les études que j'ai trouvées, c'est entre 70 et 80 des femmes qui peuvent atteindre l'orgasme que par stimulation externe du clitoris, ce qui fait du sens parce que la partie externe, c'est la partie qui peut être stimulée le plus facilement, qui est plus, à découvert. Ouais, puis c'est Hem, extrêmement énervé aussi, là, fait que, tu sais, en mmh termes de sensibilité, là, Oui, il y a des études récentes qui ont démontré que le clitoris, la partie externe, aurait comme plus de 10 000 terminaisons nerveuses, ce qui est énorme, là, beaucoup plus, que le gland, du pénis d'ailleurs. Mais, ouais, sinon au niveau de la pénétration seule, fait que dans les études que j'ai trouvées, le nombre de femmes qui réussissent à atteindre l'orgasme juste par pénétration, ça tourne aux alentours de 20. Puis maintenant, il y a quand même un bon nombre de pourcentages, il me semble que c'était entre 50 puis 60 qui arrivent à l'orgasme en stimulant les 2. Fait que pénétration, vaginale en plus d'une stimulation externe en même temps. puis est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, zones érogènes du corps qu'on peut stimuler pour avoir un orgasme? Tu sais, c'est pas juste les parties génitales, j'imagine? Mmh. Mais le corps complet est une zone érogène, hein. Souvent, on associe, genre les organes génitaux, les fesses, les seins comme étant les seules parties du corps qui peuvent être stimulées, mais il y a tellement plus, le corps est tellement sensible, puis chaque personne peut avoir une sensibilité aussi qui est différente, que n'importe quelle zone qui est stimulée de la bonne façon, au bon moment, peut devenir excitante, en fait. Puis peut mener à des orgasmes. Il y a des personnes qui ont des orgasmes juste avec la stimulation des mamans, par exemple. Intéressant. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut un peu aussi élargir le concept de l'orgasme. Puis je pense que c'est tellement propre à chaque personne, puis il faut pas se sentir anormal si on rentre pas dans ces statistiques-là qu'on vient de nommer. Est-ce qu'il y a des pathologies, tu sais, reliées à l'orgasme? Fait que mettons de l'anorgasmie ou de la polyorgasmie, est-ce que c'est des pathologies ou c'est juste des variantes de la normale? Ben, au niveau de la polyorgasmie, c'est pas une pathologie, dans le sens où les personnes qui ont
qui ont un clitoris, qui ont une vulve, un vagin, hem, biologiquement, leur corps est apte à avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Ça veut pas dire que tu vas être en mesure de l'avoir, mais tu sais, quand on parle vraiment purement, corporel, ce qu'on appelle la phase, réfractaire, qui est comme la période après l'orgasme où ce que là, ton corps, doit, se régénérer un peu pour être en mesure d'avoir une autre excitation. Par exemple, chez les personnes qui ont un pénis, beh, après éjaculation, ces personnes-là ne sont pas nécessairement capables de réavoir une érection tout de suite. Il y a une période réfractaire. Ben, chez les personnes qui ont pas de pénis, la période réfractaire, elle est très, très, très courte. Fait que c'est pour ça que, souvent, on dit que les femmes sont capables d'avoir plusieurs orgasmes, un après l'autre. C'est pas une pathologie. Maintenant, ce qui va être considéré une pathologie, c'est, il y a ce qu'on appelle le trouble de l'orgasme, qui est, grosso modo, une difficulté, qui est persistante à atteindre l'orgasme ou une impossibilité à atteindre l'orgasme, qui, il me semble, doit durer depuis plus, de 6 mois, qui doit, amener une détresse, significative chez la personne. Bref, il y a tous des critères diagnostiques. Même moi, comme sexologue bachelière, je peux pas, poser ce diagnostic-là. Mais oui, il y a un trouble de l'orgasme, aussi qui dans lequel il faut évaluer quelles sont les causes de ce trouble-là, qu'est-ce qui mène à cette difficulté-là, puis en suivi sexologique par la suite, même si on pose pas nécessairement le diagnostic, bien, on va aller travailler sur les facteurs qui viennent jouer sur ce trouble. Ça, c'est le genre de pathologie que justement le travail en équipe, sexo-physio, est intéressant parce qu'il y a des causes aussi physiques là, qui peuvent Mhm. influencer la capacité à avoir un orgasme, le tonus du plancher pelvien, entre autres. Fait que je pense que, tu sais, c'est bien d'explorer tous les aspects psychologiques, émotionnels, relationnels et physiques aussi, quand on a un trouble de l'orgasme. Un peu comme en question tantôt, là, est-ce qu'il y a des produits parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing autour de la santé sexuelle puis du plaisir féminin. Est-ce qu'il y a des produits qui sont vraiment soutenus par la science, comme de quoi que ça aide à avoir un orgasme plus intense, plus long? Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, de mes connaissances à moi, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui se vendent, mais moi, je peux pas promouvoir un produit, plus que l'autre. Les produits qui sont vendus, comme dans les sex shops et tout, c'est pas des produits qui ont été, qui sont validés par la littérature scientifique, là. Donc c'est pas nécessairement des produits que moi, je peux recommander aux gens. Après, si moi, je reçois quelqu'un au bureau, dans mon bureau qui me dit, qu'il a commencé à utiliser ce produit-là, puis que finalement ça fonctionne super bien, ben, tant mieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un effet placebo? Au final, pour moi, l'important, c'est que ça fonctionne puis que tu maintiennes une bonne santé, physique aussi, avec tout ça, là, mais ouais, Puis que ça soit malheureuse pas risqué pour la santé non plus, là, ben, non, évidemment. c'est ça. Tant que c'est fait de façon, saine, que ça n'engendre pas d'impact sur ta santé physique, ça Puis au niveau plus pharmacologique, tu sais, mettons vraiment des médicaments ou des choses prescrites par le médecin, le pharmacien, que ce soit pour le désir, pour l'orgasme, est-ce qu'il y a des produits qui ont été validés pour ça ou non? malheureusement, oui puis non. Il y a quand même des études qui ont été réalisées avec le temps, qui ont essayé d'étudier, justement des différentes médications pour, essayer d'aider au niveau du désir, au niveau de l'orgasme. Mais j'avouerais que c'est un peu flou encore, puis c'est pas tant des il y a pas tant de médications en fait qu'on recommande, en ce moment, pour le moment, pour aider au traitement, du trouble de l'orgasme ou même, du trouble, du désir. Il y a certainement certains médicaments dont je ne connais pas les noms, je suis pas médecin. Il y a certainement certains médicaments qui peuvent venir influencer, mais de là à dire que c'est un médicament qu'on va systématiquement, prescrire pour traiter un trouble de l'orgasme ou du désir, hem, j'en ai pas vraiment vu. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller explorer les autres options, puis les autres éléments qui peuvent être impliqués dans le trouble à ce moment-là, là. Oui, tout à fait, puis tu sais, ce qui est démontré, c'est que la plupart du temps, la baisse de désir va être attribuable à des causes psychologiques.
Fait que c'est souvent ce qui se passe dans notre tête qui va venir jouer sur notre désir. Surtout quand tu as déjà vécu une période dans ta vie où il y en avait pas de problème. Si tu as déjà eu une période dans ta vie où tu avais pas de misère à atteindre l'orgasme ou si tu pas de misère à atteindre l'orgasme quand tu es seul, par exemple, mais qu'avec une personne avec une autre personne, c'est plus difficile, ou si tu as déjà eu une période dans ta vie où tu avais du désir puis que là, oups, soudainement, tu en as comme moins, ben, c'est quand même un bon indicateur qu'il y a peut-être quelque chose plus dans la tête qui fait en sorte que, là, ces difficultés-là apparaissent à tel moment de ta vie. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Est-ce qu'il y aura un petit mot de la fin que tu voudrais ajouter là, sur, le plaisir au féminin? Ben, j'ai comme envie de d'inviter les gens à explorer leur sexualité. Je pense que souvent on tu sais, ce qu'on voit, comme étant les scripts sexuels normaux, là, fait que ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans la pornographie, on a tendance à considérer ça comme étant une sexualité normale, que tout le monde devrait viser, mais la sexualité, en vrai, c'est tellement une expérience qui est subjective. Tant que c'est fait dans le plaisir, tant que c'est fait dans le consentement, ça peut aller à bien des places. Fait que gênez-vous pas pour explorer vos fantasmes, explorer vos désirs, explorer votre corps. Puis, ouais, je pense que les gens pourraient être surpris de ce qu'ils et elles pourraient découvrir juste en s'explorant comme ça. C'est un très beau message. Puis, tu sais, c'est aussi évolutif dans le temps. Fait que je pense qu'il faut aussi accepter que ça change selon les phases de la vie, puis ça va changer selon nos expériences et puis je pense qu'il faut vraiment laisser place à l'ouverture d'esprit quand on veut avoir une santé sexuelle épanouie. Merci Mmh. beaucoup de cette discussion-là, Lucie, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et merci à toi.